L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour, avec Michael Zamès. On reçoit aujourd'hui Benoît Apparu, bonjour, député UMP de la Marne. Alors la CGT et Force ouvrière appellent aujourd'hui à la mobilisation contre le projet de loi de sécurisation de l'emploi qui arrive demain au Conseil des ministres. Un texte issu d'un accord entre les partenaires sociaux. Est-ce que vous voterez ce texte ? Probablement. Ce texte, à mon avis, n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique visant à résoudre la crise du chômage en France, parce qu'il est trop faible. Je le trouve trop timide, avec pas assez d'avancées, mais c'est un pas qui n'est pas inintéressant, donc je le voterai très probablement. Mobilisation dans la rue, test social pour le gouvernement ? FO et la CGT ont décidé de ne pas voter ce texte. Je recevais par exemple hier dans ma circonscription les représentants marnais et chalonnais des deux syndicats qui m'expliquaient pourquoi ils n'ont pas signé ce texte-là, pourquoi ils allaient manifester aujourd'hui. C'est pas un test social parce qu'il y aura 2 syndicats sur les 5 qui appellent à la manifestation, donc j'imagine qu'il n'y aura pas grand monde entre guillemets dans la rue. Cela montre simplement que sur le fond, il reste encore des désaccords très lourds au sein de la gauche, tout type de gauche confondu, entre les tenants d'une ligne un peu moderne, même si elle ne va pas assez loin, et puis les tenants de la ligne traditionnelle, on bouge rien, on protège tout, pour être sûr qu'il y ait plus de chômeurs. Benoît Apparu, vous voterez ce texte ? Est-ce que c'est une position partagée par l'ensemble du groupe UMP ? Sentiment effectivement qu'une bonne partie des parlementaires du groupe UMP voteront ce texte. Il n'y a pas encore eu de définition de groupe, de position de groupe. J'attendrai évidemment la position du groupe pour me prononcer, mais j'imagine que le groupe votera ce texte, oui. Dernier point sur l'emploi. Vous avez entendu hier François Hollande qui a sonné la mobilisation, qui est un petit peu revenu sur ses déclarations sur l'inversion de la courbe du chômage en disant que c'était un objectif, qu'il fallait le tenir. Il a montré plus de volontarisme. Il était temps ? Il était temps, et surtout il était temps que François Hollande se renie un peu. On me dirait c'est pas la première. Enfin, sur l'emploi, on assiste quand même à un phénomène absolument extraordinaire. Hier, François Hollande nous a dit par exemple, il faut mettre de l'or dans les 30 milliards de la formation professionnelle. C'était le thème de campagne de Nicolas Sarkozy. Il y a quelques semaines, François Hollande nous a dit, il faut faire de la compétitivité et baisser les charges d'entreprise en transposant ça sur la TVA. C'est ce que proposait Nicolas Sarkozy, c'est d'ailleurs ce qu'il avait fait, et c'est ce que François Hollande niait. Donc vous êtes satisfait ? Donc de ce point de vue, je finis, l'accord compétitivité-emploi dont on parle là, c'était exactement ce que proposait Nicolas Sarkozy, mais là encore, à chaque fois malheureusement, ils le font à petits pas. Ils en font un petit bout. Ils font pas tout ce qu'il faudrait faire. Donc ils prennent un chemin qui n'est pas totalement inintéressant. L'accord compétitivité est pas inintéressant, mais il va pas assez loin. La TVA sociale, ils en font un petit bout, mais ça va pas assez loin à chaque fois. Donc François Hollande est en train de nous réécrire complètement l'histoire, à l'inverse complet de tout son programme électoral, à l'inverse complet de tout ce qu'il nous a dit pendant sa campagne électorale. Malheureusement, il le fait à moitié. Ça va pas assez loin, ça va pas assez vite. Michael Zamès. En matière d'emploi, le Premier ministre a dit hier, tout ne peut pas venir d'en haut. Ça vous rappelle peut-être une phrase de Lionel Jospin qui avait dit « l'État ne peut pas tout ». C'est exactement ça. C'est effectivement un constat d'impuissance de la part... Vous savez, c'est comme des... Le gouvernement me fait penser à des vers à soie. Ils sont en train d'essayer de construire des petites choses, mais ils vont pas très très loin malheureusement. Et ils auront du mal à construire une politique publique avec ça. Là encore, quand le Premier ministre nous dit hier, j'en appelle en gros à toutes les forces vives de la nation. C'est un constat d'impuissance de la part de l'État. Et ce constat d'impuissance, on l'entend matin, midi et soir sur toutes les ondes. Mais c'est vrai que quelque part l'État ne peut pas tout, vous êtes d'accord ? Que l'État ne puisse pas tout, c'est une chose. Il est évident que l'État a besoin de partenaires, des partenaires sociaux, des entreprises, des collectivités locales et des Français pour pouvoir avancer. On sera tous d'accord avec ça. Mais enfin, qu'on ait un Premier ministre qui aujourd'hui se sente obligé d'aller sur les chaînes de télé pour dire en gros l'État ne peut pas tout, non, c'est pas la même chose. Et qu'effectivement, quand j'entends aujourd'hui 4 ministres du gouvernement se taper dessus par chaîne interposée, pour savoir si oui ou non il faut taxer le gasoil, ça devient totalement surréaliste. Ça aurait été impossible d'imaginer ça quand vous étiez au gouvernement, vous ? Des ministres qui se mettent un petit peu par chaîne interposée. Un petit peu, je sais pas, ça va nous dire. Sur un sujet de quelques milliards d'euros, sur un sujet aussi grave que l'avenir de l'automobile française. Je vous rappelle que vous avez plusieurs centaines de milliers d'emplois concernés, que vous avez en ce moment des usines qui ferment,
que vous avez une chute à 2 points, à 2 chiffres, pardon, du nombre de ventes et d'immatriculations de voitures en France. Donc, ça veut dire quoi par rapport au ministre, justement? Ça veut simplement dire peut-être le Premier ministre ne tient pas ses Ça veut ministres. simplement dire une chose. Ils sont irresponsables. Ils ne sont pas au niveau. Quand on est ministre, on ne se permet pas, dans une situation de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui dans le secteur automobile, de jouer au ping-pong les uns contre les autres en mettant en cause ce secteur-là. Ça veut dire que Jean-Marc d'activité Ayrault économique. n'imprime pas suffisamment un cap. Ça veut dire que Jean-Marc Ayrault ferait mieux, me semble-t-il, plutôt que d'appeler à la mobilisation générale des collectivités locales, des Français et des entreprises, déjà de tenir ses troupes et d'appeler à la mobilisation générale de ses ministres pour qu'ils se taisent. Il y a quoi, siffler Quand la on fin est de la mis- récréation, Benoît Ah, c'est pas une récréation à ce niveau-là. Une cour de récréation est beaucoup mieux tenue que ce gouvernement. Ils ne sont pas au niveau. Et quand on n'est pas au niveau, on en tire la conséquence. Benoît Apparu, parlons maintenant de l'UMP, après avoir parlé du PS et du gouvernement et de l'Élysée. François Fillon a entamé plutôt discrètement son tour de France vendredi dernier, c'était en Alsace, en vue de la présidentielle. Est-ce que vous trouvez cette démarche opportune ou décalée? Certains disent c'est pas le bon timing, parlons d'abord des municipales, certains comme Jean-François Copé d'ailleurs. C'est marrant que vous preniez Jean-François Copé comme exemple C'est marrant. d'ailleurs, juste après avoir parlé de François Fillon. Je ne sais pas d'où vous vient cette envie-là, mais non, moi, ça me paraît normal que lorsque quelqu'un a des ambitions légitimes, il les exprime. De la même façon qu'il me paraît normal, si Jean-François Copé en a, qu'il les exprime aussi. Il Alors, devrait les exprimer plus clairement, à votre avis? J'en sais rien, Jean-François Copé est dans un autre rôle, il est président de la formation politique. Donc, président d'une formation politique, il doit préparer, c'est normal, les prochaines échéances électorales, c'est-à-dire les élections municipales. François Fillon nous dit, j'envisage éventuellement peut-être d'être candidat à l'élection présidentielle. Et donc il part à la rencontre des Français pour se préparer à cet exercice. Il n'y a rien, me semble-t-il, de choquant, ni dans un considérant, ni dans l'autre. Benoît Apparu, est-ce qu'il y aura quand même des élections à la présidence de l'UMP en septembre prochain? On a l'impression que certains aimeraient qu'il n'y en ait pas. Notamment Alain Juppé, que vous aimez bien. Je ne sais pas ce que dit Alain Juppé. Ce qu'a dit Alain Il a Juppé dit que si les deux protagonistes étaient d'accord, on C'est pourrait déjà pas- reposer la question. C'est déjà pas la même chose. Il y a déjà une petite Il y a des nuance nuances. entre les deux. Il y a beaucoup de nuances, Il y a hein. beaucoup de nuances quand même. Là encore, il y a eu une élection contestée. Il y a eu un psychodrame de 2 mois qui a suivi. Puis une fin de la récréation, cette fois-ci, signifiée par les uns et les autres, et notamment par les 2 protagonistes principaux de l'élection contestée. Cet accord prévoit une élection en septembre. Elle doit avoir lieu. Si effectivement les 2 protagonistes, qui étaient les 2 candidats, et les 2 candidats qui avaient recueilli les parrainages leur permettant de l'être, décident qu'effectivement, finalement, on entérine l'élection précédente, ce sera leur choix, et à ce moment-là, il faudra évidemment en tirer les conséquences sur l'élection. Pour ce qui me concerne, je considère qu'une élection reste la bienvenue. Vous seriez candidat? Je ne me pose pas la question pour le moment, on verra le moment venu. Benoît Apparu, les primaires à Paris. Rachida Dati fait savoir qu'elle ne renonce pas à cette primaire, dans 2 quotidiens ce matin, le Parisien et le Figaro. Est-ce que vous êtes favorable à l'organisation de primaires? On sait que Jean-François Copé a tenté de dissuader Rachida Dati d'entrer dans cette bataille pour laisser Nathalie Kosciusko-Morizet finalement être la seule candidate. À partir du moment où tous les protagonistes sont d'accord pour les primaires, faisons les primaires. Rachida Dati y est favorable. Nathalie Kosciusko-Morizet aussi. Les autres candidats potentiels aussi. Et allons donc aux primaires. C'est plutôt, me semble-t-il, une façon saine, démocratique, de désigner le candidat qui représentera nos couleurs et d'éviter des divisions stériles. Donc ça me paraît plutôt effectivement une bonne chose que d'avoir ces primaires. Même quand quelqu'un est en tête dans les sondages, de manière aussi forte pour l'instant, comme NKM? Là encore, les sondages nous ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient, comme on dit, une photographie à l'instant T. Je vais reprendre la formule consacrée qu'on connaît tous, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet est la mieux placée. Et je considère qu'effectivement, elle est la mieux placée et la meilleure candidate possible pour Paris. Il n'en demeure pas moins que s'il y a d'autres desiderata, d'autres ambitions qui sont tout aussi légitimes, qu'elles s'expriment par le biais d'une primaire plutôt que par le premier tour, me paraît plutôt une avancée. Je voudrais vous parler 2 mots des sondages. François Hollande a un code d'impopularité presque record. Est-ce que c'est pour cela Pas presque, vous pouvez enlever le mot presque, c'est un record. C'est vous qui le dites. Non, c'est les sondages. Est-ce que c'est pour cela que Nicolas Sarkozy, lui, remonte? Près de 54% des Français qui aimeraient qu'il revienne en 2017. Je ne sais pas si les vases communicants fonctionnent aussi simplement que ça.
savez, je viens de dire à l'instant que les sondages étaient une photographie à l'instant T. Quand nous avions, nous, des mauvais sondages, on les minimisait. Je vais faire exactement la même chose. Aujourd'hui, effectivement, François Hollande a une cote de popularité qui est au plus bas, qui est mauvaise, qui est, je crois, le fruit de sa campagne électorale. Sa campagne électorale est une arnaque. Il a raconté quelque chose et il fait exactement l'inverse. Alors certains sur les 60 mesures, oui, mais ça devient un problème. Parce que les Français n'acceptent plus ces supercheries intellectuelles. On ne peut pas faire une campagne électorale en disant « il n'y a pas de crise, tout est la faute à Nicolas Sarkozy », et puis se réveiller 6 mois après en disant « finalement, il y a une crise qui nous pose problème et qui fait que mes engagements de campagne, je ne peux pas les tenir ». Donc je crois que c'est cet élément-là qui aujourd'hui déçoit les Français et qui génère cette sanction, entre guillemets, via des sondages. Est-ce que pour autant, ça génère des vases communicants pour Nicolas Sarkozy? Je ne le crois pas. Je pense que ça permet aux Français de revisiter le bilan de Nicolas Sarkozy. Et de se dire, eh bien, finalement, c'était peut-être pas si mal que ça. Finalement, au moins, il y avait des décisions plus conséquentes. Au moins, on avançait beaucoup plus vite. Et il y avait un souffle, entre guillemets, pour la France. Et donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que Nicolas Sarkozy doit revenir. Écoutez, on est en 2013, je crois. C'est à peu près ça. Plutôt au début de l'année 2013. Bon. La campagne présidentielle est en 2017, c'est dans 4 ans. Alors je sais bien qu'on adore tous les campagnes présidentielles, je sais bien que les journalistes raffolent des élections présidentielles, mais c'est dans 4 ans. Donc on a peut-être un peu de temps devant nous. Oui, mais sur François Fillon, vous posiez vous-même la question tout à l'heure, savoir si c'est pas trop tôt. Mais lui n'a pas été président de la République, donc c'est normal qu'il se lance un peu plus tôt. Alors, de là à imaginer tout de suite un retour de Nicolas Sarkozy, laissez-le tranquille, il est en train de se réinventer sa propre vie, il prendra sa décision le moment venu, mais c'est peut-être un peu trop pour effectivement commencer à supputer sur ce sujet-là. Merci beaucoup Benoît Apparu d'être venu ce matin sur Radio Classique et Public Sénat. Très bonne journée à tous. Bonne journée.